Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 20h, voici les titres. La première dame s'exprime sur la RTS, un entretien exclusif dans lequel Madame Marième Faye Sall revient sur les missions de la Fondation Servir le Sénégal avant d'attirer l'attention de l'opinion sur des imposteurs qui ternissent l'image de la Fondation. Dakar et Thiès restent sous couvre-feu de 21h à 5h, une nouvelle mesure pour contenir la deuxième vague Covid dans les deux régions les plus touchées. Le ministre de l'Intérieur nous en parle dans un instant. Antoine Félix Diome est notre invité. Lumière sur Kër Habibounias dans la commune de Taïba Niassène, un village électrifié par le PUDC. Un investissement de 22 milliards de francs CFA qui impacte les secteurs de la santé, de l'éducation et relance la transformation de l'arachide. Des œuvres de Léonard de Vinci exposées à Dakar après celles de John Wan et Khalidou Kassé. Le musée des civilisations noires qui accueille ces expositions se positionne en hub culturel. Le directeur de ce musée va évoquer avec nous les activités déroulées par le musée des civilisations noires. Bienvenue à tous. Le couvre-feu décrété le 6 janvier dernier prend fin ce soir et pour en parler, nous accueillons le ministre de l'Intérieur, Monsieur Antoine Félix Diome. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, il y a prorogation, le vrai nom, on va dire. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette mesure? Alors, vous l'avez tantôt, je vous remercie d'abord, madame, et je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Vous l'avez tantôt expliqué. Les mesures qui ont été prises depuis lors l'ont été dans le cadre de la protection des populations, mais vous n'êtes pas sans savoir, et tout le monde l'a constaté au Sénégal, que le virus continue encore son chemin. Il y a nécessité aujourd'hui de prendre des mesures dans le même sillage de ce qu'il a été pour donc donner un coup de frein à cette prorogation qui nous vaut quelques résultats négatifs, malheureusement au niveau donc, de la santé concernant les patients ainsi que donc, des décès qui ont été aussi enregistrés ces derniers jours. Et ce sera pour combien de temps encore? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le 6 janvier dernier, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a décrété, donc a proclamé l'état d'urgence qui a débuté le 6 janvier à minuit. Donc, pour computer, on commence à partir du 7 janvier. Et ce qui donne comme résultat que le couvre-feu ainsi que l'état d'urgence devraient prendre fin aujourd'hui. Maintenant, je l'ai expliqué sur votre plateau ici précédemment, il y a eu la loi de 1969 qui a été modifiée et qui a donné naissance à un troisième régime, lequel vise à gérer les catastrophes naturelles ou sanitaires. Mais comme toute loi, elle a un processus avant son entrée en vigueur. Une fois qu'elle est votée, elle est envoyée chez M. le Président de la République pour qu'il prenne ce qu'on appelle l'acte de promulgation. Cet acte doit être pris donc demain. Et en attendant, et pour respecter l'état de droit, parce qu'au Sénégal, nous sommes quand même, il faut le rappeler, un État qui est soumis au droit, de sorte que tous les actes qui sont pris par le gouvernement le sont sur une base juridique très claire. C'est pour cette raison qu'en attendant l'entrée en vigueur de ce troisième régime qui vise à proclamer d'abord dans un premier temps l'état de catastrophe sanitaire, mais ensuite de permettre la protection des populations sous ce nouveau format, que les gouverneurs de Dakar et de Thiès ont été instruits de prendre des arrêtés qui produisent les mêmes effets pendant cette période de 8 jours, pour répondre plus exactement à votre question. Donc les gouverneurs et les préfets vont assurer cette transition. Tout à fait. Bien, alors est-ce que les dispositifs seront maintenus, dispositifs sécuritaires? Oui, je l'avais expliqué ici même aussi. L'état d'urgence, il est lourd. Et c'est pour éviter d'ailleurs d'avoir à retourner devant l'Assemblée nationale où nous pouvions demander cette prorogation qu'il a été donné instruction au gouverneur de Dakar et de Thiès de prendre donc ces arrêtés-là. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que c'est des allègements au niveau du fonctionnement par rapport à la mobilisation des forces de défense et de sécurité, mais cela n'enlève en rien à l'efficacité qui est poursuivie par rapport aux mesures qui seront prises et lesquelles sont de nature à faire en sorte
que le virus ne connaisse pas en réalité de propagation. Donc interdiction de circuler de 21h à 5h du matin avec comme objectif de faire arrêter la circulation du virus pendant la période correspondante qui est de 21h à 5h du matin sur l'étendue des deux régions. Est-ce qu'il y a aussi ce décret relatif aux attributions des gouverneurs, disons par exemple dans la région de Kaolack, une région où le nombre de cas commence à inquiéter. Est-ce que ce gouverneur, celui de Kaolack, peut prendre des mesures spécifiques? Alors, dans l'absolu, les gouverneurs ont cette compétence parce qu'ils tirent ces attributions d'un décret de 1972 qui est relatif à leurs attributions. Ils ont des pouvoirs de police administrative qui leur permettent de prendre des mesures qui restreignent les libertés d'aller et de venir, en cela compris la liberté de circulation. Cela est tout à fait exact. Mais pour l'instant, et comme on est dans le cadre d'une coordination à un échelon national, il est important qu'à chaque fois que de telles mesures soient prises, qu'elles le soient dans le cadre de la coordination. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que pour l'instant, l'avis qui a été donné par le Comité national de gestion des épidémies l'a été sur la base du constat du taux de contamination qui affecte plus sévèrement les régions de Dakar et de Thiès. Naturellement, si les mesures doivent être évoluées dans le sens de toucher d'autres régions, sans nul doute, le moment opportun, de telles décisions seront prises. Mais pour l'instant, ce qu'il faut noter, c'est que cela ne concerne que les régions de Dakar et de Thiès. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces décrets-là tombent avant minuit pour les gouverneurs, pour leur permettre de prendre les mesures? Oui, les arrêtés ont déjà été pris. Les arrêtés ont déjà été pris. Maintenant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on est encore jusqu'à minuit aujourd'hui dans le cadre d'un état d'urgence. Et je l'ai rappelé tantôt, les computations de délai, ça y est là, il y a eu beaucoup d'interrogations, comme il n'a pas manqué aussi d'avoir quelques commentaires sur le sujet, parce que d'aucuns ont estimé, dans le cadre des computations de délai, que c'était à partir du 5 à minuit. Mais en réalité, si on retourne au décret signé par M. le Président de la République, il est bien indiqué que l'état d'urgence est proclamé à partir du 6 janvier à minuit. Donc, entrée en vigueur le 7. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont encore dans les rues de Dakar, croyant que le couvre-feu a pris fin hier. Alors, est-ce qu'il y a des mesures pour ces personnes? Il y aura peut-être une dérogation, je ne sais pas. Non, en réalité, j'ai suivi avec grand intérêt des reportages qui sont passés même sur la RTS et qui relevaient assez souvent qu'il y avait quelques retardataires sur les routes pour lesquels les forces de défense et de sécurité avaient beaucoup de compréhension, parfois, surtout lorsque cela résultait de certaines urgences, notamment quand il s'agissait de personnes qui pouvaient être souffrantes ou parce qu'il y avait, pour une raison ou pour une autre, elles n'étaient pas encore rentrées avant l'heure indiquée pour le démarrage du couvre-feu. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'en lisant le décret, et comme on l'a toujours indiqué, c'était de 12 jours. Et ce qui fait foi, c'est le décret. Et le décret dit entrer en vigueur à partir le 6 janvier à partir de minuit. Donc, computation de délai commence le 7 et arrive à expiration le 18. On peut avoir des cas d'urgence en plein couvre-feu. Est-ce que les forces de l'ordre et de sécurité sont sensibilisées par rapport à ça? Oui, nous avons des forces de défense et de sécurité qui sont très républicaines. Elles font appliquer la loi. Elles ont en charge de veiller à l'application de la loi. Mais de la même manière, et on a vu sur beaucoup de médias, le comportement exemplaire dont elles font montre à chaque fois que la situation l'exigeait. Cela n'enlève en rien à leur capacité de fermeté et de faire respecter les textes quand il le faut, les lois et règlements. Mais en tout état de cause, c'est des forces de défense qui sont républicaines, de sécurité et de défense qui sont républicaines. Et sous cet angle-là, il faut dire que leur compréhension n'a jamais fait défaut à chaque fois que de besoin. Maintenant, cela n'a rien à voir avec faire appliquer les textes. C'est deux choses qui sont différentes. Il faut que ça soit clair sur ce sujet-là aussi. Et que prévoit la loi en cas de violation? Alors, d'abord pour les mesures, que ce soit les mesures administratives comme pour les... je rappelle que nous sommes encore dans le cadre de l'état d'urgence jusqu'à minuit. Et dans ce cadre,
la loi prévoit une peine de 2 mois à 2 ans. Mais je ne le rappellerai jamais assez. Nous sommes dans une situation particulière dont l'objectif premier du gouvernement n'est pas de réprimer, mais c'est de protéger. La répression n'est pas l'objectif qui est visé d'ailleurs par le nouveau régime qui a été adjoint à ce précédemment existant dans sa version initiale de la loi de 1969. Mais en tout état de cause, il faut d'abord protéger, sensibiliser, et maintenant, en cas d'infraction, naturellement, les textes ont vocation à s'appliquer en pareille occurrence. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Antoine Félix Diome, qui était venu nous parler de cette nouvelle mesure, le couvre-feu, décrété le 6 janvier et qui prend fin ce soir et prolongé. Donc, Dakar et Thiès restent sous couvre-feu. La première dame, présidente de la Fondation Servir le Sénégal, s'exprime sur la RTS. Dans cet entretien accordé à notre consort Seynabou Diop Sow, Madame Marième Faye Sall revient sur les missions de la Fondation Servir le Sénégal, une fondation qui est la cible d'imposteurs aussi. La première dame tient-elle à attirer l'attention de l'opinion sur les agissements de ces imposteurs qui ternissent l'image de la fondation. Vous pourrez suivre cet entretien en Wolof juste après ce journal. Lumière sur Keur Habibou Niass dans la commune de Taïba Niassène. Ce village est électrifié par le PUDC avec un investissement de 22 millions de francs CFA. L'électrification du village impacte les secteurs de la santé et de l'éducation et relance la transformation de l'arachide. Hamidou Diop. Derrière le calme apparent du village de Keur Habibou Niass se cachait un grand besoin d'électrification. Un besoin que le PUDC a pris en charge. Dans ce village de la commune de Taïba Niassène, les poteaux électriques font désormais partie du décor, les lampadaires aussi. Le président Macky Sall avait déclaré à Nioro que si quelqu'un veut savoir exactement quelles sont ses ambitions, sa vision pour le Sénégal, il faudrait qu'il aille dans un village dénommé Keur Habibou Niass, dans la commune de Taïba Niassène. C'était ce village-là. Parce qu'entre 2012 et aujourd'hui, dans ce village, il y a eu, en tout cas en termes d'accès, donc aux services sociaux de base, tout ce qui est attendu par les populations. Parce qu'il y a l'école primaire qui a été construite, clôturée, avec donc tous les équipements administratifs. Il y a le CM, il y a le poste de santé, avec logement sage-femme. Il y a le château, le forage avec périmètre marché. Il y a donc la piste de désenclavement et aujourd'hui l'électricité. L'État du Sénégal a investi dans ce village 22 millions de francs CFA pour créer les réseaux moyennes et basses tensions qui alimentent les concessions pour le plus grand bonheur des villageois. teggil nañu coono yu bari bokk na ci yama ci mën a wax suñ téléphone yi nga xam ne tey mooy genn wàll ak dund ak jamono bi ñu ci sonn lañ sax ci saksi ji ko waxuma la nag ay liggéeykat ak fi yoo xam ne yii ci ni jamono doxee gerte gi dañ koy xolli di ko jaay Sinuwaay te ñi ngi tuxu dëkk bi dem ci yeneen dëkk di ko fa liggéey te comme courant xam na fi loolu sant yàlla la fanaan sa ni xëy sa tool lay doon. jàngukaay la xale yaa ngi fi jàng CM bi première bi lépp aaju nañ courant ñamoon ay ordinateur yëpp manqué nañ ko ndax ñàkk courant ñun ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey si hôpital bi courant gënuñu ko soxla 2017 lañ sanc hôpital bi te courant manqué ñu lool suñuy VAT gaz lañ ko doon utiliser suñuy matériels yi nga xam ne moom la ñuy foree xale yi loolu dañuy gaz. teg suñ cin bi baxal te loolu tey ci tey bu fekkee ne courant bi wàcc na fi ñu ngi sant yàlla suñu xol sedd nu guy mbégte ak kontaante rek lañ am tey. À Keur Habibou Niass, des secteurs comme la santé et l'éducation sont fortement impactés par l'arrivée de l'électricité. Par rapport à la vaccination des enfants, nous avons un frigo qui est alimenté par du gaz. Et si on avait de l'électricité, ça aussi allait améliorer les conditions de stocker ces vaccins. Parce que ces vaccins doivent être conservés entre plus 2 et plus 8 degrés.
informatique parce que nous disposons de tablettes, 45 tablettes et d'une salle informatique haut de gamme, mais nous ne pouvons pas fonctionner faute de l'électricité. Et là, nécessairement, les élèves feront appel ou bien vont recourir à ce qu'on appelle les ressources numériques, ce qui va impacter positivement sur leur vécu quotidien, notamment sur leur niveau. Sur les 22 villages de la commune de Taïba Niassène, 16 sont déjà électrifiés. Kër Agibou Niass, Kër Ali et Kër Ali Paté, des derniers villages bénéficiaires attendaient depuis très longtemps. Avec l'arrivée de l'électricité, l'économie du village, basée principalement sur la culture et la transformation de l'arachide, sera redynamisée. Parlons de la pandémie de Covid-19 avec Ziguinchor qui totalise à ce jour 588 cas de coronavirus, dont 10 enregistrés dans la deuxième vague. Une situation un peu alarmante, certes, mais le comité régional de gestion des épidémies essaie de faire face à toute éventualité en mettant l'accent sur la sensibilisation. Le point avec Abdoulaye Sinkari. Depuis le début de la pandémie, Ziguinchor a enregistré 588 cas pour 47 décès. Dans la deuxième vague, seuls 10 cas sont encore enregistrés, dont 2 graves, les seuls pris en charge au niveau du centre de traitement des épidémies. Le CTE, avec ses 38 places, dont 6 lits de réanimation, se positionne comme un centre de référence pour toute la zone sud du pays. Le CTE de Ziguinchor est présenté comme étant le pôle d'excellence en quelque sorte, en tout cas de référence, pour recevoir tous les cas venant des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, et pourquoi pas même de Tambacounda. Donc jusque-là d'abord, nous avons assez de lits pour recevoir ces cas. Seulement, il faut toujours veiller, il y a toujours du matériel qu'on souhaiterait qu'on nous renforce au niveau surtout de la réanimation. Pour faire face à la résurgence de la maladie, le comité régional opte pour une sensibilisation renforcée sur le terrain. Aller vers la communauté davantage, discuter, partager, échanger avec la communauté pour leur faire comprendre de l'existence de cette maladie et de sa façon de propagation au niveau de la communauté. Il est temps d'aller vers la communauté, sensibiliser la communauté. Ce n'est pas seulement s'arrêter au niveau des médias, au niveau local, il faut aller vers les communautés. C'est une sensibilisation maintenant communautaire qu'on va essayer de développer. Même si la situation reste stable, Ziguinchor se prépare à toutes les éventualités et renforce la surveillance aux frontières. Et ces dernières 24 heures, 11 décès dus au Covid ont été enregistrés, 196 nouvelles contaminations sont répertoriées, 44 cas graves recensés. Les chiffres du Covid avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé, le docteur Eladj Mamadou Ndiaye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1888 tests réalisés, 196 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,38%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 86 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 110 cas issus de la transmission communautaire ont été notés et répartis comme suit. 13 dans la commune de Thiès, 10 à Mbour, 7 à Kaolack et à Touba, 4 à Dakar Plateau, Mbao, Mermoz et Yoff, 3 à Derklé, HLM, Ouakam, Point-E, Sangalkam et Tivaouane. 2 aux Almadies, à Diamniadio, Diourbel, Guinguinéo, Keur Massar, Mariste, Mékhé, Derklé, Parcelles Assainies et Rufisque. 1 à Amitié 1, Cambérène, Colobane, Fann Résidence, Guédiawaye, Gueule Tapée, Kaffrine, Kanel, Kédougou, Mamel, Mbacké, Médina, Ngor, Ouest Foire, Patte d'Oie, Pikine, Sacré-Cœur 3, Scat Urbam, Saint-Louis, Thilogne et Yara. 190 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 11 décès
ont été enregistrés ce dimanche 17 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 23 224 cas ont été déclarés positifs, dont 19 414 guéris, 526 décédés et donc 3 283 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Voilà, 17 œuvres reproduites par de Léonard de Vinci sont exposées au Musée des civilisations noires. Une exposition inédite qui permet de contempler les tableaux du maître et de relever les détails de sa technique. Une technique qui suscite toujours de la réflexion. Le reportage de Ndeye Aïdadia. Et n'est-elle pas parlante, la scène ? Réalisé entre 1494 et 1498, dessins préparatoires, études approfondies, techniques particulières de détrempe et de mélange d'huile ont contribué à donner à cette œuvre tout son naturel. Occasion unique de voir cette pièce exposée au réfectoire de l'église Santa Maria del Gracia de Milan. 4,60 mètres de hauteur, 8,60 de largeur, elle continue de susciter encore l'attention des chercheurs, écrivains et scientifiques. Il arrive parfois que des génies apparaissent à travers le monde de temps en temps, ici ou là, et émerveillent le monde par leur créativité, leur esprit d'imagination, leur productivité à la fois intellectuelle, artistique, scientifique. Et Léonard de Vinci fait partie de ces catégories de personnes-là. Et c'est pourquoi nous parlons toujours de génie. Des œuvres reproduites à l'identique grâce aux nouvelles technologies et au digital painting pour donner un aperçu du travail de ce génie universel du XVIe siècle. Voici Mona Lisa, achetée par François Ier de France dans le début des années 1500. Elle est aujourd'hui la propriété du musée de Louvre. À travers elle, on peut comprendre à quel point l'art peut imiter la nature. Singapour, Bangkok, Australie, États-Unis, France, autant de pays où cette exposition itinérante est passée. Elle s'achève donc à Dakar, occasion unique de faire le tour de ces 17 œuvres réparties dans plusieurs musées du monde. À travers cette exposition, on peut comprendre en profondeur l'histoire, les techniques de travail, l'utilisation de la lumière de cet artiste du XVIe siècle, dont le travail continue d'attiser la recherche artistique et scientifique. En perspective, Picasso et la civilisation maya, le musée des civilisations noires veut rendre Dakar encore plus magique. Et avec nous en plateau, le directeur du musée des civilisations noires, le professeur Hamadi Bokoum. Bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, par quel mécanisme le musée a-t-il réussi à accueillir cette exposition itinérante? Bien, écoutez, le musée des civilisations noires, dès sa création, a décidé de s'inscrire dans une perspective que feu le professeur Ibn Cham avait appelée d'insubordination. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas à faire comme les autres, parce que si nous cherchons à faire comme les autres, nous serons toujours derrière les autres. Nous cherchons simplement à faire comme nous pensons, comme nous imaginons. Bien évidemment, ce n'est pas un chemin facile, c'est plein d'embûches. Et depuis le début, on s'est dit que, d'ailleurs, sur la base d'une instruction très ferme de M. le Président de la République, M. Macky Sall, que je tiens à remercier ici, il nous a dit que ce musée, ce n'est pas celui des Sénégalais, ce n'est pas celui des Africains, ce n'est pas celui du seul monde noir, c'est le musée des civilisations noires dans le temps du monde. En conséquence, on doit faire de telle sorte que ce musée soit un espace où convergent toutes les cultures du monde, et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Alors, cette exposition est itinérante. Les œuvres d'art sont exposées dans différents musées. Finalement, le musée des civilisations noires de Dakar devient un hub culturel. Ben, on est très content de cela. C'est vrai que cette exposition a commencé son itinérance en Éthiopie. C'est ce qu'on appelle, nous, autres archéologues et historiens, la corne de l'Est, c'est-à-dire le Levant. Elle termine son itinérance ici à Dakar à la corne de l'Ouest. Et ce n'est pas le couchant, comme certains le pensent. En fait, entre le levant et le couchant, il y a le rêve. Parce qu'en fait, la Terre ne cesse pas de tourner. Elle continue à tourner et la nuit, nous rêvons beaucoup. Et donc, nous pensons que cette exposition va faire rêver les nouvelles générations. Vous avez accueilli d'autres grandes expositions, les œuvres de Kalidou Kassé, qui a célébré ses 40 ans de carrière, les œuvres de John Wan, maître du street art. Oui, absolument, mais ça fait partie aussi des missions de ce musée. C'est-à-dire que nous avons comme philosophie de base que le musée n'est pas un espace de nostalgie, c'est un espace de prospective. Certes, l'histoire fait partie des missions, faire connaître l'histoire, ça fait partie des missions de musée. Mais en fait, il ne faut pas s'enfermer dans l'histoire. L'histoire, c'est juste un recours pour comprendre le présent et mieux se projeter dans l'avenir. Raison pour laquelle, dans ce musée, nous sommes dans une perspective totalement holistique. C'est un musée total, en devenir. Nous parlons de l'origine de l'humanité, parce que l'Afrique, c'est l'origine de l'humanité, mais nous parlons aussi de la créativité contemporaine, parce que tout le monde dit que le siècle qui s'ouvre en ce moment est le siècle de l'Afrique. Si c'est le siècle de l'Afrique, l'Afrique doit donner un sens. Le monde noir doit donner un sens culturel à cette humanité qui est en train de se faire. Donc, raison pour laquelle nous avons été très, très contents de recevoir John Wan, qui a fait une exposition incroyable, qui a même habité un de nos murs, Kalidou Kassé, qui a fêté ses 40 ans, et nous sommes encore prêts à recevoir non seulement tous les Africains, tous les Sénégalais, mais tous les artistes du monde. Vous avez déjà scellé des partenariats avec d'autres musées pour les échanges? Bien évidemment, nous avons des partenariats très très forts, d'abord avec la plupart des musées africains, mais aussi avec les musées européens. Le musée du Quai Branly est un de nos partenaires, le musée du Havre est un partenaire, l'Africa Museum de Belgique est un de nos partenaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous allons travailler avec tous les musées, nous allons travailler avec tous les partenaires. En fait, nous ne nous écartons pas très de ce que Senghor a eu à dire il y a plus de 50 ans. Nous voulons être un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous voulons être un espace de rencontre des civilisations, de dialogue des civilisations et non pas de clash des civilisations. Espace de rencontre. Alors dites-nous quel est le taux de fréquentation du musée des civilisations noires et qu'est-ce que vous comptez faire pour que les Sénégalais viennent plus souvent au musée? Bien, écoutez, les Sénégalais étaient venus très massivement au musée. Quand on a ouvert le musée en mars 2018, on avait quand même une fréquentation locale d'environ 43%. Ensuite, 47% de fréquentation externe des touristes européens, des Africains, etc., etc. Malheureusement pour nous, la Covid est passée par là. On a été obligé de fermer le musée, mais je pense qu'on avait un taux de fréquentation tout à fait honorable. Et dans le classement que Time Magazine avait eu à faire, seulement au bout de 10 mois d'existence, on était dans le classement des 10 établissements les plus relevants au monde. Et dans ces 10 établissements, il n'y avait pas que des musées. Il y avait des musées, il y avait des sites, il y avait des plages, il y avait des restaurants, il y avait des hôtels. Le tout, c'était une centaine et on était dans la centaine. Et dans la centaine, il n'y avait qu'un seul musée qui était devant nous, c'est le Digital Art Museum de New York. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans ce musée-là et on va continuer maintenant à faire face à
nouvelle donne. Covid-19 ne va pas tuer la culture. Merci, professeur. Merci à vous. Professeur Ramadi Bokoum, directeur du musée des civilisations noires. Je rappelle que 17 œuvres produites de Léonard de Vinci sont exposées au musée des civilisations noires. Et la sortie de scène de Cheikh Ngaye Doba, homme de culture, homme politique, il a tiré sa révérence hier à Dakar. Membre du Conseil économique, social et environnemental, le cinéaste Cheikh Ngaye Doba restera ce grand défenseur du renouveau du cinéma africain. Fatou Diouf. Clap de fin pour le réalisateur de La Brosse en 1974. Cheikh Ngaye Doba, né le 10 juin 1949, est diplômé de l'Institut national de l'audiovisuel de France. À son retour, il intègre l'Office de radio-télévision du Sénégal, ORTS. Ainsi, il fait partie des réalisateurs des premiers journaux de la télévision nationale. Quelques années après, il abandonne la communication pour se consacrer à sa passion, le cinéma. À son actif, il a produit plusieurs films. Xew Xew, La fête commence, en 1982, un long métrage musical qui peint la société sénégalaise des années 80. Arekar et Réo Dandemayo, traduisé de l'autre côté du fleuve en 1979. Il a aussi collaboré avec de grands noms du 7e art africain, Dibri Diomambeti, Mahama Johnson Traoré, Ababakar Samb, Idrissa Ouedraogo, entre autres. Ngaye Doba a été de tous les combats pour le rayonnement du cinéma africain, ce qui lui a valu la confiance de ses pairs qui le portent à la tête de l'association des cinéastes sénégalais et associés et au secrétariat général de la Fédération panafricaine des cinéastes, FEPACI. Ngaye Doba a également été membre du Conseil économique, social et environnemental où il occupait les fonctions de président de la commission de l'artisanat, de la culture, du tourisme et du sport, celui qu'on surnommait l'homme de l'ombre du président. Macky Sall a tiré sa révérence à l'âge de 79 ans. Le président du CSE, Idrissa Seck, salue la mémoire d'un conseiller exemplaire, très compétent et dynamique dans le travail et très engagé pour les grandes causes du pays. Un dernier hommage lui a été rendu avant qu'il ne rejoigne sa dernière demeure. Repose en paix le panafricain et grand homme de culture. Ceux qui ont côtoyé Cheikh Ngaye Doba évoquent le souvenir d'un homme aux qualités exceptionnelles, un panafricain, un intellectuel multidimensionnel, un homme de culture. Voici quelques témoignages. C'était un homme d'une urbanité exquise. Une figure vraiment du vieux Dakar. Mais surtout, c'était un intellectuel multidimensionnel. C'était un cinéaste à l'origine. Il a travaillé à l'ORTS. Il a participé à réaliser le premier journal télévisé de la RTS. Mais au-delà de ça, c'était un cinéaste accompli. Il tenait dans les colonnes de mon journal une chronique qui, chaque semaine, faisait les éloges des réalisations du président Macky Sall, magnifier ce que le président Macky Sall, y compris ce que le président faisait peut-être quelquefois, qui était critiquable du point de vue de la majorité des Sénégalais, mais lui, il trouvait toujours le moyen de sublimer tout ce que faisait le président Macky Sall. Rendre hommage à notre compatriote Cheikh Ngaye Doba, dont tout le monde se souvient qu'il était un fervent supporter du président Diouf, un fidèle et loyal ami et militant de Ousmane Tanor Dieng. Aminata Mbengue Ndiaye aussi a tenu à saluer le fils du terroir qui, de la RTS jusqu'à ce jour, a rendu service au monde de la communication. Lui qui était notre aîné, si on n'a pas de problème dans la famille, c'est parce que Cheikh Ngaye Doba était toujours présent à nos côtés. En tout cas, la famille aujourd'hui a senti qu'il a eu une grosse perte, qui est Cheikh Ngaye Doba. Cheikh Ngaye Doba, c'est pour le Sénégal, mais Cheikh Ngaye Doba, c'est pour l'Afrique, mais Cheikh Ngaye Doba, c'est pour Pire. Je remercie aussi le président Idriss Seck. Il a mis tous les moyens à travers sa secrétaire générale, Madame Sani, il a mis tous les moyens pour que tout se passe normalement. Nous remercions aussi le président Macky Sall. Vraiment, c'est lui qui l'avait choisi et l'a installé au Conseil économique social. En tant que collègue cinéaste, c'est toujours dur de perdre un ami cinéaste, un collègue qui est président de l'association des cinéastes sénégalais. Donc, je présente mes sincères condoléances à sa famille et je prie pour le repos de son âme.
Gaïdo, de toute façon, c'était un homme entier. C'est tout qu'on peut retenir, un militant du cinéma sénégalais et africain. Et Gaïdo a été toujours un militant vraiment infatigable. Gaïdo a travaillé à ce qui est devenu aujourd'hui la RTS. Mais quand il commençait à travailler là-bas, c'était encore le projet pilote UNESCO. Dans ce projet pilote, il y avait les cinéastes comme Tidiane Aou, comme Thierno Fati Sow, comme Mamadou Doudou Sarr, le père de Samuel Sarr. Et à ce moment-là, on habitait ensemble. Cheikh est un ami, un homme intelligent. Un homme très intelligent, très ouvert, très généreux. C'est un homme d'une grande culture. C'est quelqu'un, et il avait ses convictions ici attachées. Cheikh Gaïdo Ba, qui nous a quittés, était un homme de l'audiovisuel grand angle. Il est passé par la télévision et le cinéma. Ses débuts, il les a fait à l'ORTS. Gaïdo s'est battu pour le rayonnement du 7e art sénégalais. Gaïdo, la fin du film 1944-2021. C'est une chronique signée Oumar Diaw. La vie n'est sans doute pas aussi belle que le cinéma, cet art capable de ressusciter et de créer à l'infini par la rencontre de la technique et de l'optique. Pendant près d'un demi-siècle, Cheikh Gaïdo Ba a arpenté les sentiers cinématographiques dans une culture qui, au départ, n'en avait pas la meilleure des perceptions. Gaïdo intègre l'ORTS qui avait au berceau la télévision. Époque glorieuse des débuts de la magique Petite Lucarne. Mais c'est à croire que le jeune réalisateur voyait plus grand. Il passe au grand écran et tourne La Brosse en 1974, portrait d'un jeune cireur dans les dédales de Dakar. Son documentaire Réaudan des Maillots, au nord de la vallée en Poulard, interrogeait l'unité du continent. En 1982, c'est au tour de Xew Xew qui dévoile deux visages d'une société sénégalaise en pleine mutation. Gaïdo est allé jusqu'à prendre des rôles devant la caméra. Il a aussi côtoyé des maîtres comme Sembène Ousmane, assisté d'autres collègues comme Djibril Diop Mambéty, Mahama Johnson Traoré et Ababakar Samb. Sur une autre séquence, au sens du cinéma, Cheikh Gaïdo était le président de la commission de l'artisanat, de la culture, du tourisme et des sports au 16. À la nouvelle de son rappel à Dieu, son président a écrit « Nous sommes toujours porteurs de projets au moment du départ. C'est la vie, comme le sablier dont chaque grain de sable qui tombe peut être le dernier. The end, comme à la fin d'un film. » Gaïdo, la fin du film 1949-2021, une chronique signée Oumar Diaw. Et puis Cheikh Gaïdo Ba a été réalisateur à l'ORTS de 1972 à 1977. Le directeur général Racine Talla et tout le personnel de la RTS s'inclinent devant la mémoire de ce doyen. Sport CHAN 2021 au Cameroun. Le tenant du titre, le Maroc, a réussi son entrée au CHAN. Les Lions de l'Atlas ont battu les Éperviers sur la plus petite des marques, 1-0. Les Marocains ont tenu leur rang dans cette première journée du groupe C. Le compte-rendu de François Sec. Cette rencontre entre le Maroc, champion en titre, et le Togo, qui participe pour la première fois à la compétition, a tourné à l'avantage des Lions de l'Atlas. Tout s'est joué en première période. Après un round d'observation, les Marocains obtiennent un penalty. Le centre de très bon ballon. Là, ce sera un penalty. Ce sera un penalty. Voilà. Et le pied est bloqué. C'est plus visible là. Le milieu défensif délivre ses coéquipiers après la deuxième tentative. Yahya Djabran rate le premier tir. Une joie de courte durée pour le portier togolais qui quitte sa ligne, mais réalise une belle parade. Deuxième tentative, Yahya Djabran change de côté. Son tir fait mouche. 1-0, nous sommes à la 27e minute. Menés au score, les Éperviers sont dominés jusqu'à la mi-temps. En deuxième période, les Marocains poussent, mais manquent de réalisme. Plusieurs occasions ratées à la 84e minute, une tentative lointaine de Marouf Tchaki échoue devant le gardien marocain qui reste vigilant. Score final, 1-0 en faveur des Lions de l'Atlas. Dans la foulée, Soufran Rahimi est désigné homme du match. Le Maroc empoche les 3 points de la victoire et prend provisoirement la tête du groupe C en attendant le résultat du match Rwanda-Ouganda.
Et la deuxième journée de cette compétition s'est jouée hier à Douala. La République démocratique du Congo a battu le Congo 1-0. Les Léopards, du coup, s'emparent de la première place de la poule B. Le résumé de Ibrahim Aboub. Le derby du fleuve Congo au stade de Diapoma de Douala. Quand les Léopards rencontrent les Diables Rouges, c'est souvent l'enthousiasme, la fierté, l'envie de vaincre sur fond de rivalité. C'est la RDC qui domine la première période du match, mais sans réussir à violer la cage de Pavel Zila, qui a retardé l'échéance à maintes reprises. 1 minute après la pause, c'est Chico Ushindi Wakubanza qui fait la différence. Une belle action collective, ponctuée par des redoublements de passes, conclue avec finesse et sérénité. Quelques minutes après, Kabangu a eu la balle de break sous la godasse, sans être efficace. Les Diables Rouges ont réagi par à-coups. Massanga et Lobassi ont sonné la révolte, mais à chaque fois, Lei Matampi était là pour sauver les siens. La RDC l'emporte 1-0 face au grand rival congolais. Et la page sport met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos plateformes digitales. Je vous souhaite une excellente soirée.